Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse. Au programme de cette semaine, nous commencerons avec un point sur les actualités du ministère du ministère des Armées et des Anciens Combattants. Nous poursuivrons ensuite avec le focus dédié à l'exercice de l'OTAN Steadfast Dagger 2025. Nous accueillons à cette occasion le général de brigade aérienne Julien Fourneret, commandant la brigade aérienne des opérations du CDAOA, et le général de division Éric Ozanne, commandant la 3e division, tous deux en visioconférence de Lyon et de Stavanger en Norvège, et ils vous présenteront comment Steadfast Dagger prépare la prise de commandement par la France des composantes aériennes et terrestres de la force de réaction alliée de l'OTAN. Enfin, le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur les opérations militaires françaises. Alors, je commence avec le point sur les agendas des ministres. Ce lundi, la ministre des Armées et des Anciens Combattants, Catherine Vautrin, et la ministre déléguée, Alice Ruffo, étaient présentes aux côtés du président de la République pour accueillir Volodymyr Zelensky en déplacement à Paris. Mardi, la ministre déléguée s'est entretenue à l'hôtel de Brienne avec son homologue suédois, M. Peter Sandwall, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense. Hier, Catherine Vautrin a reçu le député Jean-Louis Thiériot qui lui a remis son rapport parlementaire sur la stratégie européenne industrielle de défense. Et ce soir, la ministre déléguée clôturera la journée de conférence consacrée aux enjeux climat et défense, copilotée par l'IRIS et la DGRIS. Demain, enfin, la ministre sera en déplacement dans le sud-ouest en lien avec la BITD. Je passe maintenant aux actualités du ministère et commençons avec une activité opérationnelle de l'armée de terre. Du 8 au 11 décembre, le 2e régiment de hussards mène l'exercice de qualification régimentaire ARFAN en Alsace. Dans le cadre de ce stage, une trentaine d'officiers de sous-marine et de sous-officiers seront formés à 2 méthodes de recueil de renseignements. Première méthode, le renseignement d'origine humaine à travers la prise de contact direct auprès de sources humaines. Deuxième méthode, c'est le renseignement furtif, uniquement par l'observation, avec un déploiement dans la profondeur en zone ennemie. Un accueil média est possible le 9 décembre et je vous invite à vous rapprocher du Serpataire pour avoir plus d'informations. Nous restons dans le Grand Est avec l'exercice de contrôle opérationnel Ascalon. Cet exercice est mené du 1er au 12 décembre par le 44e régiment de transmission qui est un acteur de la guerre dans le champ électromagnétique. L'objectif de cet exercice, c'est de confirmer l'aptitude opérationnelle des unités du régiment pour des déploiements en OPEX ou dans le cadre de la prise de l'alerte échelon national d'urgence, dite ENU. L'alerte ENU prévoit la projection d'une force de combat interarmée en France comme à l'étranger, en réaction à une crise. Et dans le cadre d'Ascalon, les hommes et les femmes du 44e régiment de transmission déploieront différents modules de renseignement d'origine électromagnétique. L'enjeu est de démontrer leur maîtrise des outils d'émission électromagnétique, de caractérisation et de localisation des émetteurs ou encore d'écoute des communications sur différentes fréquences. Un accueil média est également possible et je vous invite encore à vous rapprocher du Serpataire. Allons maintenant dans la très haute altitude avec le premier tir de la fusée sonde Silex. Il a été réalisé avec succès par la DGA sur le site essai-missile de Biscarrosse. Ce premier vol réalisé dans la nuit du 27 au 28 novembre a permis de valider l'étape critique du décollage et le suivi en vol du démonstrateur embarqué. Lanceur expérimental développé par Ariane Group sous le pilotage de la DGA, Silex est capable d'atteindre une altitude de plusieurs centaines de kilomètres avec un emport de charge utile pouvant aller jusqu'à 600 kg. Silex doit permettre de tester en vol de nouvelles technologies au profit de la dissuasion française du développement de démonstrateurs hypervéloces et d'applications civiles. Je vous propose maintenant de découvrir les images de ce tir. Revenons sur Terre maintenant. Sur la base aérienne 942
de Lyon-Montverdun. Une cérémonie est organisée le 10 décembre à l'occasion des 10 ans de l'Aeronautical Rescue Coordination Center, que l'on dit également ARCC. Cette unité joue un rôle essentiel dans la mission de police du ciel de l'armée de l'air et de l'espace. Elle encadre les opérations de recherche et de sauvetage au profit des aéronefs civils et militaires en détresse ou accidentés. L'ARCC assume cette mission permanente en centralisant les appels du numéro d'urgence aéronautique, le 191, en recevant les émissions des balises de détresse et en assurant la direction et la coordination interministérielle des opérations de secours. En 10 ans d'activité ininterrompue, le centre a contribué au sauvetage de plus de 700 personnes en situation de détresse. Autre événement de l'armée de l'air et de l'espace, l'organisation d'un séminaire ministériel dédié aux capacités polaires et grand froid des armées, le 12 décembre aux Invalides. Alors cet événement va rassembler des spécialistes civils et militaires venus d'horizons divers, comme des ingénieurs, des médecins, des logisticiens, les équipages d'A400M, des commandos de haute montagne ou encore des marins spécialisés en zone polaire. L'objectif de ce séminaire, c'est de permettre aux experts d'échanger sur le contexte stratégique des zones froides et polaires et sur les contraintes auxquelles les forces sont confrontées dans ces environnements extrêmes. Je termine avec une actualité culturelle. Le 25 novembre, le journaliste allemand Uwe Wittstock s'est vu remettre, en présence du contrôleur général des armées Olivier Meigne, le prix littéraire de la Résistance pour son ouvrage Marseille 1940. Ce récit captivant propose au lecteur de suivre les mésaventures des grands intellectuels européens anti-nazis, forcés de fuir l'occupation et la répression du Troisième Reich. Uwe Wittstock devient ainsi le premier auteur étranger à recevoir le prix littéraire de la Résistance, créé en 1961 et porté aujourd'hui par le Souvenir français et l'Ordre de la Libération. Ceci conclut la présentation des actualités. Avant de passer au focus thématique, avez-vous éventuellement des questions sur ces actualités? Bonjour, Christophe Villon pour le magazine Défense Expert. La rencontre entre, notre ministre et son homologue suédois, donc est-ce qu'on a eu un retour de ce qui s'est décidé ou pas? Non, il n'y a pas eu de communication autour de cette rencontre. C'est une rencontre. Ça me semblait, mais je voulais quand même vérifier. Merci à vous. Bonjour, Phoenix TV. Nous observons que les récentes déclarations du Premier ministre japonais sur Taïwan ont ravivé les tensions régionales. Et dans ce contexte et dans le cadre du concept stratégique de l'OTAN et de la stratégie indo-pacifique de la France, comment Paris évalue-t-elle aujourd'hui les risques liés au détroit de Taïwan? Et deuxième question, si jamais il y avait un conflit dans le détroit de Taïwan, est-ce que la France ou l'OTAN va intervenir, s'il vous plaît? Merci. Nous ne communiquons pas sur ces questions-là. Désolée. Alors, je passe maintenant au focus thématique. Face à la dégradation du contexte stratégique, la France est pleinement mobilisée pour la défense de l'espace euro-atlantique et le renforcement du pilier européen de l'OTAN. Cet engagement se mesure au quotidien grâce à une intégration toujours plus forte des forces françaises au sein de l'Alliance, et il se mesure aussi par les exercices fréquents organisés avec les nations alliées pour mieux travailler ensemble. En juillet 2026, la France prendra ainsi le commandement des composantes aériennes et terrestres de la force de réaction alliée, l'ARF. Alors qu'est-ce que l'ARF ? C'est une force multidomaine et multimilieu de l'OTAN, mise en œuvre à partir de 2024. Elle fait suite à la force de réaction de l'OTAN, la NRF, qui existait depuis 2002. L'ARF assure une réponse rapide et la défense collective de l'Alliance face aux menaces, qu'elles soient conventionnelles ou hybrides. La France se prépare à cette prise de commandement grâce à l'édition 2025 de Steadfast Dagger qui se termine aujourd'hui même. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole au général Julien Fourneret et au général Éric Ozanne qui sont avec nous à distance. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis donc le général de brigade aérienne Julien Fourneret. Je commande la brigade aérienne des opérations ici à Lyon au sein du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, le CDAOA.
Et donc, je serai le commandant de la composante aérienne de la force de réaction alliée, l'ARF, à compter de juillet 2026, comme cela a été évoqué. Et c'est le rôle que j'ai assuré dans le cadre de Steadfast Dagger. Alors, Steadfast Dagger, comme cela a été dit, c'est bien un exercice majeur de préparation de l'Allied Reaction Force, l'ARF, force de réaction alliée, qui est là aussi, comme ça a été dit, une force multinationale réactive à haut niveau de préparation. Elle a succédé à la NRF en 2024, car la NRF avait vocation à intervenir en dehors de la zone de responsabilité de l'OTAN, c'est-à-dire en dehors du théâtre euro-atlantique, et sur des missions plutôt de type contre-terrorisme, mais pas sur des missions de haute intensité. C'est-à-dire que la NRF avait un périmètre d'action qui était assez limité. Et donc, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie en 2022, la décision a été prise au sommet de l'OTAN de Madrid de changer la mission et les capacités de la force de réaction de l'Alliance. Et donc, l'ARF a été créée en 2024. Elle peut être engagée, du coup, partout dans le monde, sous faible préavis, pour réaliser des missions de réponse de gestion de crise, mais aussi des missions en soutien à la posture de dissuasion et de défense de l'Alliance, ou encore à des missions visant à entraîner des forces de pays partenaires. Elle peut donc agir de la formation jusqu'à la haute intensité. L'ARF dispose aussi, et c'est bien l'objectif, d'un haut niveau de préparation opérationnelle. Et Steadfast Dagger est bien l'objectif, est un des objectifs de cette préparation opérationnelle. Mais j'y reviendrai. La structure de l'ARF, la structure de cette force de réaction, elle repose déjà sur un commandement interarmé qui est assuré par le corps de déploiement rapide de l'OTAN italien, le NRDC, qui est basé à Milan. Et cette structure de commandement, elle repose aussi sur des composantes, donc air, terre, marine, forces spéciales, dont les commandements sont assurés par des structures qui, elles, n'appartiennent pas aux états-majors permanents de l'OTAN. Donc ces commandements de composantes sont choisis chaque année par l'Alliance et assurent ce rôle pour un an. Donc pour 2026, c'est l'armée de l'air et de l'espace et le CDAOA qui ont été retenus et qui assureront donc cette mission de juillet 2026 à fin juin 2027. Pour l'armée de terre, comme cela a été dit, c'est la 3e division et le général Ozan qui assurera ce commandement. Pour la marine et les forces spéciales, ce sont 2 commandements britanniques qui assureront cette mission. Les unités de terrain qui seront dédiées à la force de réaction rapide, elles seront issues de la contribution volontaire des Alliés et elles seront renforcées par des forces d'appoint provenant du modèle de force de l'OTAN. Et donc l'objectif de Steadfast Dagger, c'est bien de préparer les commandements des composantes qui ont été désignées pour être en mesure d'être opérationnel à compter du premier jour de la prise d'alerte, c'est-à-dire pour être opérationnel à partir du 1er juillet 2026. Slide, s'il vous plaît. Avant de poursuivre, juste quelques chiffres pour situer l'exercice. Donc, Steadfast Dagger a mobilisé à peu près 1200 personnels militaires et civils de plusieurs nations de l'Alliance. Ça a représenté pour l'armée de l'air et de l'espace à peu près 150 aviateurs et aviatrices qui ont été mobilisés H24 pendant plus de 2 semaines. 5 centres opérationnels ont été connectés et ont travaillé en permanence en distance, comme ce serait le cas d'ailleurs en cas d'opération réelle. Et donc plus de 10 nationalités ont été représentées dans l'exercice. Et j'ai parlé de la conduite, c'est-à-dire plus de 2 semaines qui se terminent aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un exercice qui a nécessité plusieurs mois de préparation et donc qui aboutit à un niveau de réalisme et de, d'engagement assez significatif. Slide, s'il vous plaît. Alors, les objectifs principaux de Steadfast Dagger. Comme cela vient d'être évoqué, le premier objectif pour la France, pour les armées et pour l'armée de l'air en particulier, c'est bien de contribuer au renforcement du pilier européen de l'OTAN en tant qu'allié fiable dans l'espace euro-atlantique. Ça, c'est un objectif clair qui a été clairement rappelé dans la revue nationale stratégique de 2025 et qui doit nous permettre d'être préparés, nous, Européens, nous, membres de l'Alliance, à faire face au risque de conflit majeur sur le flanc Est à l'horizon 3-4 ans, qui est le scénario central évoqué, retenu dans la revue nationale stratégique. Le deuxième objectif de Steadfast Dagger, c'est bien d'entraîner les commandements des composantes à travailler ensemble pour être prêts au 1er juillet 2026.
Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que, comme vous l'avez compris, les composantes, les commandements qui ont été désignés, ce sont des commandements qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas forcément travaillé ensemble jusqu'à présent, qui ont des cultures, qui viennent de pays et qui ont des moyens différents. Et donc, il faut faire que ça marche. Et donc, pour faire que ça marche, eh bien, on crée et on participe à cet exercice qui est réaliste, qui est suffisamment long pour que le travail interarmé se mette en place, que les gens se connaissent, que les réseaux soient activés, que les contacts soient identifiés, que les processus soient rodés et qu'in fine, on soit en mesure on soit capable de conduire une opération conjointe, ou en tout cas qu'à la fin de l'exercice, l'OTAN soit convaincu qu'on soit capable de conduire cette opération. Le troisième objectif, c'est justement maîtriser les processus OTAN de planification et de conduite et des opérations. Ça, c'est une des forces majeures de l'Alliance, puisque ça permet à tous les pays, à toutes les armées de l'Alliance, d'avoir des capacités plug and play, si je peux utiliser cet anglicisme, parce que l'OTAN met en place des processus qui sont optimisés, qui sont normés, qui sont connus par tout le monde et qui sont éprouvés et qui permettent, une fois qu'ils sont maîtrisés, de vraiment obtenir une efficacité opérationnelle. C'est le cas, en tout cas, au sein de l'armée de l'air et de l'espace, parce que toutes nos unités participent très régulièrement à de nombreux exercices otaniens. Il y a même des stages qualifiants qui sont délivrés par l'OTAN et dont nos équipages, notamment de l'aviation de chasse, bénéficient. Ça peut être complexe de se remettre dans les processus otaniens parce que on ne les utilise pas non plus tous les jours, puisque quand on conduit des opérations nationales, on utilise certes des grands principes généraux de l'OTAN, mais on ne va pas forcément dans le détail. Et donc, pour aller dans le détail, c'est le quatrième objectif, il faut obtenir une certification pour être sûr qu'on atteint un niveau de maîtrise des processus satisfaisant qui est gage d'efficacité et de réussite. Le dernier objectif de Steadfast Dagger, c'est de continuer à travailler sur l'intégration des évolutions technologiques et doctrinales en cours dans les opérations. Donc, c'est-à-dire notamment le domaine de l'hybridité, le cyber, les actions dans et depuis l'espace, vers et depuis l'espace, pardon, mais également les notions de lutte informationnelle, etc., etc. Donc, tout ça est intégré dans Steadfast Dagger et travaillé par les différentes composantes. Slide. Donc, comme je l'ai déjà évoqué, l'armée de l'air et de l'espace, par le CDAOA, assurera le commandement de la composante aérienne de l'ARF 2026. Pourquoi est-ce qu'il y a une composante aérienne dans l'ARF? Parce que l'arme aérienne, c'est un multiplicateur de force décisif qui est un pilier de la doctrine otanienne et des pays occidentaux, qui a été éprouvé depuis des décennies dans plusieurs opérations réelles. Pour ce faire, le CDAOA assurera ce commandement via son centre de commandement opérationnel permanent qui est à Lyon, qui s'appelle CAPCODA. CAPCODA, ça veut dire Centre Air de Planification et de Conduite des Opérations et de Défense Aérienne. Ce centre est capable de planifier, de conduire toutes les opérations conventionnelles à dominante air, en interallié, en interarmée. On pourrait citer notamment des opérations d'acquisition de la supériorité aérienne, c'est-à-dire des opérations qui permettent d'entrer dans un pays qui est défendu par des moyens de défense antiaériens, mais également ça peut être des missions de soutien au profit des autres composantes, donc que ce soit des missions de logistique ou des missions de transport de militaires, ou alors des missions d'appui aérien, ou également des missions de police du ciel pour protéger des zones. On réalise ces missions, on commande toutes ces missions depuis Lyon, car c'est comme ça dans les opérations aériennes. C'est un concept qui est appliqué également à l'OTAN, aux États-Unis, au Royaume-Uni, bref, parmi tous nos alliés, toutes les armées de l'air appliquent à peu près le même principe de fonctionnement et de commandement unique depuis l'arrière du théâtre, et ce qui fonctionne très bien et permet l'optimisation et la rationalisation des moyens. Au bilan de l'exercice, on en sort un peu fatigué parce qu'on a travaillé donc en non-stop depuis plus de 2 semaines, week-end compris. Et donc c'est un exercice qui est très exigeant, très prenant, car on entre vraiment dans le jeu parce que le scénario est très réaliste, il est très poussé, il y a des animations très concrètes, des événements qui nous obligent à nous réadapter en permanence. Et donc c'est vraiment un exercice très actif et très enrichissant. Très enrichissant aussi parce qu'il permet, après quelques jours, de démontrer que nous, forces de pays membres de l'OTAN, sommes capables de travailler rapidement
ensemble, de manière efficace et coordonnée pour atteindre l'objectif de la mission qui a été fixée à l'Alliance. Et donc, pour confirmer mes propos, je cède sans plus attendre la parole au général Ozanne, commandant la 3e division et la composante terre de l'ARF 2026. Très bien, merci beaucoup, Général. Et donc, nous cédons maintenant la parole au Général Ozanne. Madame la directrice, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis le général de division Éric Ozanne. Je commande la 3e division de l'armée de terre et je m'adresse à vous depuis Stavanger, donc le centre d'entraînement des PC de l'OTAN, où l'état-major de ma division est déployé dans le cadre de l'exercice Steadfast d'ailleurs. Alors, je vais être beaucoup plus court que mon camarade Julien Fourneret, qui vous a déjà très bien expliqué ce qu'était l'ARF et le processus, et je vais juste me focaliser, je vais profiter de l'opportunité qui m'est demandée pour vous présenter rapidement d'abord ce que c'est que la 3e division, et puis de me focaliser plus sur la montée en puissance qui nous a amené à cet exercice. Donc la 3e division, c'est une des 2 divisions de combat des forces opérationnelles terrestres. Mon état-major, je suis basé à Marseille et j'ai sous mon commandement 3 brigades interarmes de l'armée de terre, la 11e brigade parachutiste qui est à Toulouse, la 6e brigade légère blindée qui est à Nîmes et la 2e brigade blindée qui est à Strasbourg. La 3e division, d'ailleurs comme la première, c'est à peu près 23 000 combattants d'actifs et renforcés par 5 000 réservistes. Alors moi, en tant que commandant de division, je suis là pour préparer et contrôler la préparation opérationnelle de mes brigades, pour engager ces unités sur les théâtres d'opération extérieures en mission de courte durée. Mais je suis aussi, dans mes missions, je dois être en mesure de déployer mon PC de division jusqu'au niveau de composante terrestre, donc un niveau un peu supérieur à celui de la division. Je dois être en mesure de me déployer dans le cadre d'opérations extérieures, et c'est donc ce qu'on fait en exercice ici à Steadfast Dagger, mais dans le cadre particulier de l'OTAN, puisque comme l'a dit le général Fourneret, donc la France assurera à partir du 1er juillet le commandement des composantes terrestres et aériennes. Et donc à partir du 1er juillet, mon état-major, mais aussi une partie de ma division, puisque la 6e brigade légère blindée est également concernée par l'alerte, puis et également des renforts de toute la force opérationnelle terrestre, mais également des directions et services et de l'armée de l'air et de l'espace, puisque j'ai des éléments aussi en renfort au sein de mon PC. Donc à partir du 1er juillet 26, nous assurons, aux côtés de nos camarades de la composante aérienne, l'alerte pour l'OTAN. Le chemin qui nous mène jusqu'à cette prise d'alerte le 1er juillet 2026, c'est un long chemin, puisque comme ça a été expliqué par le général Fourneret, avant de pouvoir prendre l'alerte, il y a tout un processus de certification qui est mené par l'OTAN. Très concrètement, quand un pays membre donc, est désigné pour prendre une alerte, les équipes de l'OTAN vont vérifier son niveau de préparation opérationnelle, et puis surtout, ils vont vérifier sa maîtrise des procédures OTAN, sa maîtrise de la doctrine OTAN, son interopérabilité technique avec les autres pays de l'OTAN. Et donc tout ça nous a amené mon état-major à se transformer en profondeur. On a dû passer, pour être très concret, d'un PC de division français à un PC de composantes terrestres otanien. Donc ce long processus de transformation, il a débuté au mois de février. Il est jalonné par tout un travail d'état-major tout d'abord, et puis de mise en formation pour qu'on acquiert la doctrine OTAN, l'utilisation des logiciels de commandement OTAN, et ainsi de suite. Et puis, outre ce processus d'instruction individuelle et collective, il y a un certain nombre de rendez-vous et d'exercices où les équipes de contrôleurs de l'OTAN viennent s'assurer donc qu'on a atteint un certain nombre à des niveaux opérationnels qui nous permettent ensuite d'être certifiés. Les plus gros exercices ont été en mars et ça s'est déroulé à Marseille. C'est l'exercice de planification où là, donc, l'OTAN contrôle si on applique bien toutes les procédures de classification, on respecte bien toute la doctrine otanienne. Un très gros exercice, parce que c'est un peu le challenge principal de cette transformation, c'est l'exercice
des systèmes d'information opérationnelle de commandement qui a duré 2 mois et qui s'est déroulé également à Marseille, mais avec des connexions avec l'ensemble des pays de l'OTAN. Et durant ces 2 mois, on a testé 1200, il y a eu 1200 tests réalisés qui sont dans tous les domaines, dans le renseignement, dans la conduite des feux, dans la communication, notre capacité à communiquer et à échanger des données avec l'ensemble des structures de commandement de l'OTAN. Donc, c'était un des gros challenges. Et donc, Steadfast-Dagger, où nous sommes aujourd'hui, et ce depuis plus de 15 jours, et l'exercice se termine ce matin, était l'exercice en fait de conduite qui est une sorte d'exercice synthèse à l'issue duquel on sera officiellement, puisque c'est le résultat qui sera prononcé dans peu de temps, on obtient officiellement notre certification otanienne qui assure que la 3e division est bien capable, à partir du 1er juillet 2026, de prendre le commandement de la composante terrestre de l'ARF et tout à fait capable d'assurer le commandement de cette composante qui sera elle aussi multinationale, même s'il y a une grosse partie française dans les unités qui me seront subordonnées, mais j'aurai également 7 pays de l'OTAN, hein, des unités turques, espagnoles, polonaises, grecques, lituaniennes, britanniques et macédoniennes. Et donc, au 1er juillet 26, là, à l'issue de cette certification, l'OTAN certifie que nous serons bien capables d'être projetés, de commander ces éléments si jamais ils étaient engagés. Voilà ce que je souhaitais vous dire en complément de mon camarade Julien Fourneret. Je vous remercie et nous sommes prêts à répondre à d'éventuelles questions. Oui, bonjour, Nicolas Barotte du Figaro. J'ai 2 questions, un pour chacun. Plus sur l'ARF plutôt que sur l'exercice. Est-ce que vous pouvez nous dire, en termes d'effectifs, combien de forces seraient projetables dans le cadre de l'ARF et combien de Français? Vous avez parlé de 7 pays, mais les Français, combien dans tout ça? Et pour le général Fourniret, sur la composante aérienne, comment s'articule l'ARF avec les missions de l'OTAN type Eastern Sentry qui sont déjà censées surveiller, protéger le flanc est de l'Alliance? Merci. Je vais répondre en premier donc, sur la question de l'ARF. En fait, les personnels en alerte, le volume n'est pas gigantesque. Un PC, mon PC de LCC, 200 personnes. J'ai une petite brigade française sous mes ordres, environ 5000 hommes. Vous rajoutez ce qu'on appelle les enablers, donc des éléments d'appui et de soutien. En alerte strictement dans le cadre de l'ARF, la composante terrestre sera aux alentours de 7000 hommes, avec une très grande majorité de Français. Ceci étant, il faut bien comprendre que le PC de LCC est capable d'agréger ensuite des forces qui seraient envoyées en renfort. Et en tant que PC de LCC, je serais capable de commander jusqu'à 2 divisions complètes. Mais strictement en alerte, on sera sur un volume beaucoup plus réduit. En ce qui concerne les moyens qui seront en alerte pour l'armée de l'air et de l'espace, le CDOA, ce sera essentiellement l'état-major donc du centre opérationnel qui sera en alerte. Donc ça représente, comme je l'évoquais, environ un peu plus d'une centaine de personnes. En ce qui concerne les moyens aériens, en fait, ce sera fonction du type de mission qui sera envisagé pour un éventuel déploiement. En fait, il y a vraiment ce concept d'agilité et de réactivité qu'il faut retenir dans l'ARF et qui fera que la composition de la force aérienne, elle dépendra vraiment du théâtre qui sera envisagé. Et donc, pour répondre à la deuxième question, ces travaux se feront en coordination étroite, ces travaux de choix de la force, de composition de la force, de génération de force, comme on dit, ils se feront en une boucle très rapide et très étroite avec l'état-major de l'OTAN qui est chargé de la composante aérienne, qu'on appelle AIRCOM, qui est à Ramstein, auquel je serai d'ailleurs subordonné également dans le titre de l'ARF, et qui permettra justement d'assurer la coordination entre les missions Eastern Sentry et les autres missions de l'OTAN dans lesquelles la France et les autres membres de l'Alliance participent au quotidien. Bonjour, Laurence Defrano, Libération.
Juste pour avoir une vision un petit peu plus concrète, vous disiez que vous aviez travaillé sur des scénarios. Est-ce que vous pouvez nous donner, peut-être pas exactement le scénario que vous avez utilisé, mais le genre de projection et d'enchaînement sur lesquels vous travaillez, puisqu'il y a plusieurs composantes, et voir ça de manière très pratique. Oui, je vais répondre en premier et je laisserai la parole ensuite au général Lausanne. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à Steadfast Dagger, l'objectif, c'était vraiment de préparer les commandements à travailler ensemble, et l'objectif a été atteint. Et donc, c'est vraiment le plus important. Le scénario qui a été retenu pour l'exercice, c'est un scénario, on va dire, de moyenne intensité, de déploiement de force qu'on a potentiellement pu connaître dans les années passées, mais qui n'est pas forcément, qui n'était pas l'objectif principal. C'est-à-dire qu'il y a d'autres scénarios, bien évidemment, qui sont envisageables, mais qui ne sont pas travaillés dans le cadre de Steadfast Dagger. Donc il y a des scénarios, comme je l'ai dit, qui permettent à l'ARF de se déployer dans des scénarios de haute intensité, qui seraient des conflits un peu plus soutenus, un peu plus, comment dire, de haute intensité. Et typiquement, pour l'armée de l'air et de l'espace, il y aura, et les autres armées d'ailleurs, mais pour l'armée de l'air et de l'espace, il y aura une certaine forme de continuité de la préparation de l'ARF au travers de l'exercice Orion, qui sera un exercice, lui, de haute intensité, et qui permettra, du coup, d'entraîner la composante aérienne à cette conduite, planification et conduite de type d'opération. Pour appuyer ce qu'a dit le général Fourneret, en fait, là, l'intensité, mais le scénario en lui-même, c'est juste le support. Là, l'objectif de Steadfast Dagger, c'est pas de s'entraîner sur un scénario possible ou probable de déploiement de l'ARF. Le scénario, c'est juste un support pour que les équipes d'évaluation de l'OTAN contrôlent bien, qu'on maîtrise la doctrine, qu'on applique les procédures, qu'on sait se servir des SIOC, des systèmes d'information de l'OTAN, et ainsi de suite. Donc, c'est juste un support. Mais l'objectif de l'exercice, il est bien focalisé, non pas sur la réussite de la mission, mais sur l'application du process, et ainsi de suite. Donc, c'est juste un support, et on pourrait utiliser n'importe quel type de scénario pour l'exercice Steadfast Dagger. Bonjour, Christophe Villon pour le magazine Défense Expert. Une petite question pour chaque général. Je voulais juste vérifier avec vous quelles étaient en fait les libertés d'action de nos forces, des forces françaises déployées dans le cadre de cet exercice-là. Et bien sûr, par rapport au process OTAN, qui, je pense, est forcément assez cadré. Est-ce qu'on a une petite touche française? Est-ce qu'on peut nous apporter certaines particularités? Merci. Alors, je vais répondre en premier. La touche française, en fait, que j'ai... à l'issue de ces 15 jours d'exercice, la touche française, c'est la remarquable expérience opérationnelle que nous avons acquis dans des opérations nationales. Je ne vais pas refaire l'histoire récente des 20 dernières années, mais on est quand même une des rares armées occidentales qui a conduit des opérations nationales, que ce soit Licorne en Côte d'Ivoire, Sangaris en Centrafrique, ou bien sûr Serval et Barkhane. Donc moi, dans mon état-major, individuellement et collectivement, j'ai des gens qui ont une vraie expérience de ce type de PC de niveau composante terrestre, voire même au-dessus, de niveau interarmé. Et donc cette expérience opérationnelle, même s'il faut passer sous les fourches codines de l'OTAN dans le respect des procédures, ça apporte une énorme plus-value qui a bien été reconnue et identifiée par tous nos contrôleurs et tous nos alliés qui étaient partie prenante de l'exercice. Donc la touche française, elle est, à mon sens, la plus importante, c'est bien celle-là. Je ne peux qu'appuyer ce qu'a dit le général Lausanne. Nous, Français, sommes en opération en permanence, en particulier au sein de l'armée de l'air et de l'espace, où nous menons des opérations H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, que ce soit la mission de dissuasion, la mission permanente de police du ciel. Nous sommes en permanence en train de faire des opérations. Et ça, cette expertise, elle est reconnue, elle est utile, puisque nous avons des personnels qui sont habitués à conduire et planifier des opérations.
et que ça permet d'apporter une certaine vision stratégique et tactique sur les processus otaniens. Et donc, je pense que ça, c'est une force. Et la petite particularité, peut-être, en ce qui concerne la composante aérienne, c'est que dans le cadre de toutes les opérations de l'OTAN auxquelles on participe, on affichera, si besoin, quelques restrictions ou quelques axes d'effort appuyés et, sur lesquels on voudrait que l'opération appuie. Et ça, c'est des particularités que la France met en œuvre assez régulièrement. Oui, c'est encore Nicolas Barraud du Figaro. Vous avez parlé de l'intégration de nouvelles capacités technologiques comme le spatial ou le cyber. Très concrètement, comment est-ce que c'est intégré dans l'ARF, sachant que c'est des capacités qui sont très souveraines et assez inégalement réparties au sein de l'OTAN. La France a des capacités spatiales, cyber, mais pas forcément les autres. Merci. Et est-ce qu'il y a des combattants cyber en alerte et des combattants du CDE qui seront aussi en alerte dans le cadre de l'ARF? Merci. Oui, vous avez complètement raison, ce sont des capacités à compétences nationales, mais pour lesquelles les nations contribuent et apportent des compétences. Donc il y a un processus qui se met en place, qui est en cours de développement, enfin qui est déjà bien en place, mais qui se perfectionne, qui permet à l'Alliance de disposer d'une composante spatiale, d'une composante cyber, qui s'appuie, mais comme dans tous les autres domaines, sur les contributions des nations. Donc, ce qui a été évalué et joué à cette phase d'ailleurs, c'est vraiment l'évaluation des processus, c'est-à-dire les expressions de besoins par les composantes et l'intégration, en tout cas la prise en compte de ces besoins par les composantes cyberspatiales et informationnelles. Et donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne et qui permet à l'Alliance d'être crédible dans ce domaine et donc d'être efficace. En ce qui concerne la contribution du CDE, oui, le CDE sera potentiellement sollicité, puisque, comme je l'ai dit, la composante spatiale de l'OTAN repose sur une contribution des nations, et la France, dans le domaine de l'espace, et l'armée de l'air et de l'espace en particulier, souhaite vraiment se mobiliser davantage pour contribuer au renforcement du pays européen au sein de l'Alliance, donc au travers de sa composante spatiale. Général Ozanne, un élément à rajouter? Ah bon. Ouais, juste pour la composante terrestre, et sans rentrer dans le détail, il y a des capacités prévues, je ne rentre pas évidemment dans le détail, des capacités prévues de ce qu'on appelle les capacités rares ou à haute valeur ajoutée, comme tout ce qui est guerre électronique, par exemple. Une question de Pierre Julien pour Aérospace du Patrimoine. Comment s'est organisé le choix des participants pour l'exercice? Alors, au niveau de la prise de l'ARF, ça c'est des choix, on va dire, niveau stratégique, politico-militaire. Après, où la France a fait acte de volontariat pour armer des composantes de l'ARF. Après, les désignations pour moi au sein de l'armée de terre, il y a 2 divisions. La première division était engagée dans un cycle différent qu'on appelle warfighting, c'est-à-dire avec des gros exercices d'interopérabilité avec les Américains. Donc le choix s'est porté simplement sur la 3e division et naturellement sur la division qui a été désignée pour l'ARF au sein de l'armée de terre. Le choix a été vite réalisé puisque, comme je l'ai expliqué, l'armée de l'air dispose d'un centre de conduite et de planification des opérations qui est à Lyon et qui donc naturellement a été retenu pour assurer le commandement de la composante aérienne en 2026. Et comme l'a dit le général Ozanne, le choix, c'est les nations qui sont volontaires et l'Alliance qui choisit. Merci, messieurs les généraux, pour cette explication très claire. Et je propose maintenant de passer au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Vernet. Merci, Madame la Directrice. Bonjour à tous et à toutes. Et je vous propose de débuter ce point de situation sur les opérations avec l'Europe, où les armées françaises renforcent la posture défensive de l'Alliance sur son flanc oriental. Alors, en Estonie, l'exercice Decisive Lancer 25 s'est achevé le 30 novembre.
Il est centré sur la planification stratégique et la défense nationale. Il a impliqué un détachement d'officiers français dans un scénario de crise réaliste qui a mobilisé des états-majors de plusieurs niveaux et plus de 50 municipalités estoniennes. Cet entraînement a renforcé la résilience globale du pays et la coordination des acteurs en cas de crise. En Roumanie maintenant, un détachement de 17 militaires français a été formé au pilotage de drones. Donc répartis en 2 sessions, les stagiaires se sont entraînés à la reconnaissance, à la prise de coordonnées et à la désignation d'objectifs. En Pologne, la France poursuit sa contribution à la mission EUMAM en assurant un stage de formation initiale et 6 modules spécialisés au profit des forces armées ukrainiennes. Ces formations couvrent la reconnaissance, le combat multi-environnement, le commandement des groupes de combat, le génie, le tir spécialisé et le combat urbain. Le stage dédié aux techniques de combat terrestre en haute intensité s'est achevé le 28 novembre et cette semaine, les stagiaires réalisent également des séances de tir multicalibre et des exercices de combat de tranchées. Passons à la mer Baltique où la Marine nationale engage un chasseur de mines tripartite et un avion de patrouille maritime Atlantique 2 dans l'exercice de l'OTAN Freezing Winds. Cet exercice mené dans des conditions météorologiques extrêmes engage près de 4000 soldats qui sont issus de 12 pays différents. Le chasseur de mines tripartite a participé à un entraînement de défense aérienne puis à une séquence de navigation complexe dans les archipels finlandais. Il a ensuite conduit des activités de chasse aux mines qui confirment sa capacité à maintenir un haut niveau opérationnel dans un environnement exigeant. On se dirige vers l'Italie où l'exercice Mangusta 25 s'est conclu après 3 semaines d'entraînement intensif qui implique plus de 1200 militaires de 7 pays alliés. Alors, la 11e brigade parachutiste française et le 1er régiment de chasseurs parachutistes ont participé à la planification et à la conduite d'opérations aéroportées complexes, améliorant leur intégration au sein d'un dispositif multinational. Cet exercice illustre la solidité de la coopération franco-italienne. Plus à l'est, on passe à la Grèce où du 22 au 28 novembre, un exercice aérien a réuni 3 Mirage 2000D, 2 Rafale et un A400M français, et ceci aux côtés de Rafale et de Mirage 2000-5 grecs. Les équipages ont mené des séquences d'entraînement conjointes, notamment du cross-servicing et du ravitaillement en vol, ce qui renforce la coopération bilatérale et la préparation opérationnelle dans la sécurisation des espaces aériens européens. On passe aux Proches et au Moyen-Orient où les armées françaises sont déployées de manière réactive et adaptable afin de contribuer à la stabilité régionale. Donc, puissance riveraine de la France maintient une présence navale et aérienne continue dans l'est de la Méditerranée. Après l'exercice Médusa 14, la frégate légère furtive française déployée dans la zone a repris sa mission d'appréciation autonome de situation, conduisant également des interactions avec une frégate allemande de la Finule, puis une séquence de coopération avec la marine turque. Au Liban, la France continue d'œuvrer pour le maintien de la paix et de la stabilité du pays, notamment par des actions de partenariat militaire opérationnel. Cette semaine, une section d'infanterie des forces armées libanaises a achevé son mois de formation par 2 exercices de synthèse dans lesquels les soldats formés ont mené des opérations pour s'emparer de bâtiments dans un scénario de combat urbain. La 6e session de formation au combat motorisé sur véhicules de l'avant blindé s'est également conclue par des mises en situation tactique pour les équipages. Et en parallèle, les mécaniciens ont continué leur formation à la maintenance des véhicules de l'avant blindé libanais. Dans le ciel irakien, maintenant, les Rafales français ont réalisé 16 sorties opérationnelles durant les dernières semaines de novembre, dont 2 au profit des forces armées irakiennes. Donc, sur la base aérienne projetée au Levant, les pompiers du détachement de sécurité incendie et sauvetage ont conduit un entraînement d'évacuation sanitaire d'un pilote blessé de façon simulée. Au sol, toujours en Irak, la Task Force Lamassu poursuit la montée en puissance des bataillons d'élite irakiens, notamment en matière de tir et de combat mécanisé dans le cadre de la coopération bilatérale. Toujours dans la zone Moyen-Orient et maintenant pour la partie plutôt océan Indien, les forces françaises aux Émirats arabes unis poursuivent leur mission conjointe avec leurs partenaires.
Dans le golfe arabo-persique, une frégate multimission française a mené un entraînement aéromaritime avec 5 Rafales et un avion de patrouille maritime Atlantique 2. Cette séquence a offert aux marins et aux aviateurs français l'occasion de travailler des scénarios de défense et d'attaque contre un bâtiment de surface, renforçant ainsi leur préparation opérationnelle dans un environnement exigeant. Dans la Corne de l'Afrique, maintenant, les Mirage 2000-5 et les Mirage 2000D des forces françaises à Djibouti ont effectué 10 sorties dans le cadre de la défense de l'espace aérien djiboutien et du maintien en condition opérationnelle des pilotes et des équipages. En parallèle, les forces françaises stationnées à Djibouti conduisent depuis le 13 novembre une formation au parachutisme militaire au profit de 30 membres des gardes de côte et de la garde républicaine de Djibouti. Après une première phase théorique au sol, les stagiaires réalisent leur saut à partir d'un avion de transport tactique CASA des forces françaises stationnées à Djibouti. Par ces formations continues, les FFDJ contribuent à renforcer la protection du territoire djiboutien. On continue en Afrique où le détachement Tandem intensifie son action en menant 10 formations simultanées au Gabon et en République de Côte d'Ivoire. Alors le modèle Tandem, ça consiste en un détachement autonome pour mener des activités de partenariat adaptées aux besoins spécifiques de chaque pays partenaire. Ce modèle se concentre sur des expériences, sur des exercices et des formations intensives sur plusieurs semaines. Donc c'est du travail avec des drones, du combat en jungle, de la lutte contre les IED, etc. L'objectif est bien de renforcer les capacités des armées locales à leur demande. Le PMO Tandem répond à des enjeux communs, à savoir la protection des ressources naturelles, la lutte contre les trafics illicites, l'insécurité et les effets du changement climatique. Ainsi, au Gabon, le DLIAG, donc le détachement de liaison interarmée au Gabon, poursuit les formations au combat en zone urbaine et au tir de précision. Le 1er décembre, 3 autres formations ont débuté, à savoir un stage d'aguerrissement au combat en forêt équatoriale au profit de l'école d'officiers de la gendarmerie nationale gabonaise, ainsi qu'une formation au combat corps à corps pour les forces armées et un stage de perfectionnement des savoir-faire opérationnels et techniques au profit des sapeurs-pompiers. En Côte d'Ivoire, maintenant, plusieurs formations ont débuté la semaine dernière, à savoir du combat en montagne, du combat corps à corps et de l'entraînement aéroporté. Enfin, une formation poste de commandement du sous-groupement tactique interarmes vise à instruire un détachement des forces armées de Côte d'Ivoire à la mise en œuvre d'un PC tactique de niveau compagnie. Par ces activités militaires opérationnelles, planifiées et conduites avec les partenaires, les forces françaises œuvrent au renforcement des capacités des armées locales et à la sécurité régionale. On passe à la zone Indo-Pacifique maintenant, où les armées françaises engagent des moyens pour renforcer la coopération régionale et lutter contre les trafics illicites. Sur l'île Maurice, un détachement des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien dispense des formations au tir et au combat au profit de différentes unités mauriciennes. Cette action s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire de longue date qui unit la France et Maurice. On passe en Nouvelle-Calédonie où les forces armées de Nouvelle-Calédonie, les FANC, ont dispensé un stage d'aguerrissement nautique au profit des armées tongiennes. Ces formations et ces entraînements conjoints contribuent au partage de savoir-faire militaire et au renforcement de la sécurité dans le Pacifique Sud. Le lundi 24 novembre, une frégate de surveillance a réalisé une manœuvre conjointe avec une frégate néo-zélandaise au large de Wellington. Durant cet entraînement, les marines partenaires ont réalisé des exercices de navigation en eau resserrée qui sont destinés à permettre à évoluer dans des chenaux et des passages étroits. Les 2 équipages ont également réalisé des entraînements de navigation en formation qui permettent de renforcer l'interopérabilité et la coordination. Au large de Mindanao, maintenant, en mer des Célèbres, une frégate de surveillance a conduit une activité de coopération maritime bilatérale avec les forces armées des Philippines. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre les 2 pays, avec pour objectif principal d'améliorer leur interopérabilité, leur coordination tactique et leur capacité à assurer la sécurité maritime dans une zone stratégique de l'Indo-Pacifique. Dans le Pacifique Nord, maintenant, un patrouilleur outre-mer, POM, poursuit ses missions de souveraineté sur l'île de la Passion Clipperton au profit de la zone économique exclusive française, incluant contrôle des espaces maritimes, reconnaissance de l'île, relevé hydrographique et opérations de déminage. Cette mission de lutte contre les activités illicites et le pillage, cette action, renforce la lutte contre les activités illicites et le pillage des ressources halieutiques.
Le déploiement régulier d'un bâtiment de la Marine nationale sur l'îlot de Clipperton souligne l'importance stratégique de ce territoire isolé, tant sur le plan géopolitique qu'environnemental. En Martinique maintenant, le 33e régiment d'infanterie de marine, donc le 33e RIMA, composante terrestre des forces armées aux Antilles, a débuté l'exercice Madiana, incluant des manœuvres amphibies, du contrôle de zone ainsi qu'un entraînement à l'assistance aux populations dans un scénario de crise sécuritaire. Cet entraînement annuel met en action 300 militaires et une cinquantaine de véhicules, ainsi qu'un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer des forces armées en Guyane. En complément, un avion CASA et un hélicoptère Caracal des forces armées de Guyane viennent participer à l'exercice et ils permettent de développer la coopération entre les forces armées aux Antilles et les forces armées en Guyane. Nous terminons cette revue des opérations avec la Guyane maintenant, où les armées françaises luttent activement contre les trafics illicites. Donc en forêt, les unités mènent 2 opérations majeures visant à désorganiser les réseaux d'orpaillage illégal. Ces actions permettent le maintien d'une pression constante sur les orpailleurs et le démantèlement des sites clandestins. Enfin, le 1er décembre, le tir du satellite sud-coréen COMPSAT-7 à partir du lanceur Vega-C a mobilisé les unités des 3 armées. Un dispositif complet à terre, en mer et dans les airs a été déployé pour assurer la sécurité du centre spatial guyanais lors de ce 6e lancement de l'année 2025. En déployant ce dispositif multidomaine, les armées françaises garantissent un accès sûr et souverain de l'Europe à l'espace. Ceci conclut mon intervention. Merci beaucoup, colonel. Je vous souhaite donc une très bonne fin de semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi prochain à 11h pour un nouveau point presse. Très bonne fin de semaine.